Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonjour, c'est toujours un plaisir de recommencer, de vous revoir émission après émission. Je ne m'en lasse pas. C'est la première nouvelle émission de l'année puisque celle que vous avez eue la semaine dernière a été enregistrée. Et là, on va donc démarrer et on va rentrer tout à fait dans le vif du sujet avec mon édito. Je vous présenterai les invités ensuite. Très vite après son élection, il y a 5 ans, le président Macron, dans un discours, disait « France is back ». J'ai aujourd'hui envie de paraphraser en disant « Banks are back ». Les banques sont de retour. On se souvient qu'après la crise de 2007-2008, les banques partirent au tapis, certaines en faillite et pour d'autres, ce fut sur le fil du rasoir. La crise de l'euro en 2011 n'arrangea rien. Depuis tout ce temps, les banques ont été en convalescence et se sont réorganisées. Les taux bas, les doutes sur les bilans, les amendes pour manquement n'ont jamais vraiment donné envie aux investisseurs de revenir et la valorisation des banques est restée très basse, quelquefois même inférieure aux fonds propres. La crise du Covid les a fait chuter comme le reste. Et puis quelque chose a commencé à changer. Pour paraphraser Winston Churchill, je dirais que c'était le commencement du début de quelque chose qui annonçait le changement. L'inflation allait revenir, les taux allaient remonter, les banques allaient revenir, et puis, à bien y regarder, les bilans n'étaient ni si inquiétants que cela, et pas vraiment si mauvais. Si on regarde chez nous, la Société Générale se réorganise en cédant Lyxor pour acheter Displom. La presse parle d'un changement et d'une nouvelle branche. Il y a quelques mois, on disait que la SG vendait car elle n'avait plus d'argent et pas le choix. La banque va peut-être acheter d'autres activités comme ING France. Le Crédit Agricole va se renforcer avec une opération de croissance externe. BNP Paribas va céder sa filiale américaine pour sans aucun doute se renforcer en Europe dans ses métiers ou en inventer d'autres. Du côté de la bourse, BNP Paribas, c'est 40% de hausse en 2021, 6% depuis le début de l'année. La Société Générale, mieux encore, 77% de hausse en 2021 et 9% depuis le début de l'année. Le fonds bancaire de la société Axiom a fait 51% l'an passé et plus de 6% depuis le début de l'année. La vague est-elle passée? Je ne le crois pas. La Société Générale avait perdu plus de 90% de sa valeur en 2007, entre 2007 et 2020, et coté à son plus haut, plus de 150 €, pour coter à peine 34 aujourd'hui. Du côté de BNP Paribas, c'est moins pire, certes, mais nous ne sommes qu'à 2/3 de son niveau record. Je m'arrête là et on va rentrer, comme à l'habitude, dans le vif du sujet en demandant à David Calfon ce qu'il en pense. David, vous en pensez quoi? Écoutez Bernard, c'est vrai que les performances récentes sont spectaculaires, mais je voudrais mettre un petit bémol. Si on s'attend à ce que les actions des banques retrouvent leur niveau d'avant 2008, à mon avis, ça va être très, très compliqué. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont durablement changé. Et l'environnement dans lequel ces banques pouvaient faire autant de profits qu'elles l'ont fait avant 2008 n'est probablement plus le même que celui que nous avons aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on est négatif sur ce secteur. Effectivement, les valorisations restent très faibles. Société Générale, on paye ça à peu près 0,47 fois la book value, donc la valeur comptable, hein, donc moins de la moitié de la valeur comptable. Crédit Agricole, 0,6. Maintenant, il faut rester un petit peu sélectif. Si on regarde du côté des banques italiennes, les valorisations sont déjà un petit peu plus élevées, plutôt autour de 0,8 ou 0,9 en price to book. Autre chose plutôt rassurante, l'an dernier, le secteur des financières au niveau global, mondial, international, c'est un secteur qui a gagné 30%. Et chez Samsung, on aime bien décomposer les performances en se disant, voilà, d'où ça vient. Finalement, on se rend compte que les bénéfices donc, ont progressé de 28%. Donc, très, très proche de la performance totale. Ça veut dire finalement que le secteur n'est pas tellement plus cher cette année qu'il ne l'était l'année dernière en valorisation, alors que pourtant on a enregistré des performances extrêmement significatives. Donc ça, c'est ce qui est plutôt encourageant et rassurant. Voilà. Donc, si on veut revenir et faire un petit peu synthétique, les banques, oui, c'est encore pas cher. La croissance de l'an dernier a été totalement justifiée par la croissance des bénéfices. Donc oui, on peut en avoir. En revanche, attention au timing d'entrée. C'est un secteur qui est très volatile. Est-ce que c'est vraiment le bon moment de racheter ça alors que justement les performances viennent d'être spectaculaires? Je pense que dans l'année, on aura peut-être des trous d'air qui nous permettront de se repondérer sur le secteur pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Alors, merci de cet éclairage. On va passer à Bruno Zaraya, mais avec une question précise. Donc, Bruno Zaraya représente Ginger. Ginger est favorable aux banques. Ils ont l'habitude de venir sur notre antenne. Ils nous l'ont déjà dit, ils nous ont déjà expliqué pourquoi. Je voudrais juste reprendre un point de ce qu'a dit David sur le fait qu'il ne faut pas croire que les banques vont revenir à leur cours d'antan et de 2008 parce que le monde a changé. Juste avoir votre point de vue sur ce point précis, Bruno, et après on reviendra vers vous pour un point plus général. Il faut activer votre micro, Bruno. Bruno, il faut activer votre micro. Oui, tout à fait, David, excusez-moi. Écoutez, je suis à la fois d'accord avec David, ce qui n'en est rien l'opportunité, c'est-à-dire que le niveau de 2008, qui sont entre 150 et 200% au-dessus du niveau d'aujourd'hui, je crois aussi qu'il sera compliqué de les retrouver. En revanche, sur des banques, avoir des hausses de 40-50% au vu des niveaux actuels nous paraît possible et extrêmement attractif dans la mesure où aujourd'hui, au niveau européen… Je vais vous arrêter, Bruno, c'était juste ça. Donc, vous êtes à peu près d'accord avec David, ça sera compliqué de retrouver ces niveaux. On va revenir plus tard sur vous pour un éclairage plus complet. Et maintenant, Sébastien de Fouril, qui est de Comgest, on va lui poser exactement la même question. Alors, David, y croit dur comme fer, on ne retrouvera pas les niveaux parce que le monde a changé. Bruno Zaraya semble lui emboîter le pas. Et vous, Sébastien, vous en pensez quoi? Alors, nous, on est investisseurs qualité, donc on investit que dans ce qu'on estime pouvoir prévoir. Donc, les banques ne sont même pas, les banques dans les marchés développés, dans leur ensemble, ne sont même pas dans notre univers d'investissement. Donc, chez Comgest, on fait du qualité et croissance. Donc, qualité, c'est ce qu'on estime pouvoir prévoir. Et les banques sont, selon nous, d'abord un animal, ça a été rappelé par David et Bruno, un animal réglementaire qui dépend beaucoup de la régulation. Si David, et on partage ce point de vue, pense que les cours d'avant la grande crise financière de 2008 ne seront probablement pas pour demain, c'est parce que les balles, donc la régulation européenne est passée par là et les exigences en fonds propres ne sont plus les mêmes. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça dépend, pour nous, ça dépend trop de facteurs externes. Ça, c'est l'aspect qualité. Et après, il y a l'aspect croissance qui, lui aussi, même si l'an dernier, il y a eu enfin un petit sursaut des bénéfices, si vous prenez en agrégé la croissance des bénéfices du secteur des banques sur longue période, voire très longue période comme 20 ans, ça donne un zéro plus tout au mieux. Donc, les deux critères, ces deux aspects, donc la qualité et la croissance, donc les deux aspects de notre process de sélection, les banques n'y répondent pas et c'est pour ça qu'on met ça de côté. Maintenant, il y a d'autres styles de gestion qui les intègrent et c'est il faut avoir un peu de tout. Voilà. On revient juste sur ce point précis. Vous, est-ce que vous voyez, est-ce que vous imaginez, donc on a bien compris que ce n'est pas votre spécialité, ce n'est pas votre univers d'investissement, enfin, bien que ça puisse changer, ça pourrait peut-être l'être demain, mais en tout cas, est-ce que vous voyez, on va dire, allez, comme ça, les banques revenir à ces niveaux records, donc une BNP au-dessus de 100, une Société Générale au-dessus de 150, ça vous semble entendable ou pas vraiment? Vous rejoignez la position de David et de Bruno. C'est vraiment une question pour un gérant plus value ou agnostique, parce que qu'elles soient, de notre point de vue, qu'elles aient une valo inférieure à leur fonds propre, comme vous l'avez mentionné Bernard, ça se justifie parce qu'elles ont des retours sur capitaux propres inférieurs à leur coût en capital. Donc ça milite plutôt pour une valo assez contenue. Maintenant, tout a un prix, et est-ce que la valo, ça doit être 0,7 ou 0,8 fois les fonds propres, ou 0,3 ou 0,4, comme ça l'a été par le passé, ça c'est plus le jeu d'un gérant qui joue le retour à la moyenne que nous. Mais oui, si votre question, Bernard, c'est est-ce qu'on peut gagner de l'argent à court terme, sur quelques trimestres ou voire quelques années avec des banques, la réponse est probablement oui. D'accord. Alors, merci. On reviendra plus tard pour une question un petit peu différente. Maël, bienvenue. Bonsoir Maël. Bonne année Maël. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Alors Maël, votre avis sur les banques? On sait que vous n'êtes pas un spécialiste des marchés, que vous, votre partie, c'est plutôt le juridique, c'est plutôt l'assurance vie. Mais vous en pensez quoi? D'abord, est-ce que vous êtes un investisseur? Est-ce que vous avez des actions bancaires dans votre portefeuille ou est-ce que vous avez un fonds d'actions bancaires dans votre portefeuille? Non, je n'ai pas d'action. Bonne année dans un premier temps. Je n'ai pas d'action bancaire. Mais pour résumer un peu tout ce que tout le monde a dit, parce que je partage assez, je dirais que moi, avec ma casquette assureur, ce que je vois, c'est que, je répète un peu ce qui a déjà été dit, la réglementation est assez contraignante pour les banques. Donc, ça pèse sur la rentabilité.
On voit que depuis pas mal d'années, elles ont dû quitter certains pays pour des raisons réputationnelles où elles gagnaient beaucoup d'argent. Ça limite également le rendement. La banque d'investissement, qui était une grosse source de revenus, de pertes dans les mauvaises années, mais de gros revenus dans les bonnes années, elles ont un petit peu limité également la voilure. Du coup, envisager que le cours des actions puisse récupérer 150%, moi aussi, ça me semble impossible. Okay. Pour résumer, si je devais paraphraser mes camarades, je dirais que ça va continuer à augmenter, mais on n'arrivera jamais à atteindre les niveaux qu'on a pu connaître par le passé. D'accord. Alors, moi, je vais être un petit peu contrariant et après, on va demander un éclairage plus complet à Bruno Zaria. Donc, d'abord, je possède des banques dans mon portefeuille, je possède des fonds bancaires. C'est bien entendu pas un conseil et pas un encouragement à acheter pour ceux qui nous écoutent, et tout particulièrement les clients de nos cabinets qui nous écoutent. Rien ne vaut un entretien personnalisé et privé. Et je vois bien, sauf si on a un accident sur les marchés, je vois bien la BNP revenir à ses niveaux records, donc à revenir flirter les 100 euros. Voilà, donc ça, c'était jeté, c'était lancé comme ça. La dernière fois qu'on avait fait une prédiction, bon, on était tous assez d'accord, c'est quand on avait eu un coup de chaud sur les marchés en décembre dernier, où on avait tous dit, même pas peur, et que les marchés reviendraient au bout d'une quinzaine de jours à leur niveau. On a été entendu, on a été même plus qu'entendu, puisqu'ils sont revenus au-dessus de leur niveau. Donc là, pour l'instant, je suis le seul d'entre nous à dire on va y aller, on va retaquiner les 100 euros avec la BNP. Maintenant, Bruno, on revient vers vous avec un éclairage plus complet. Vous êtes vraiment le spécialiste bancaire. En tout cas, vous représentez Ginger qui s'est beaucoup investi, beaucoup impliqué, qui a été précurseur d'ailleurs, qui recommandait d'acheter les banques à qui voulait l'entendre et peu de gens voulaient l'entendre. Maintenant, je pense qu'on va un peu plus vous entendre. J'espère même que certains vont peut-être plus vous écouter. Ce n'est pas gagné. Alors, on a un tout petit problème technique. Votre réseau est plutôt faible. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de couper la vidéo et de rester juste avec le son pour essayer d'avoir une bonne qualité d'écoute. On vous écoute, Bruno. D'accord, j'espère que ça va fonctionner. Écoutez, l'idée n'était pas d'être précurseur. Nous, on est là pour acheter ce qui nous paraît être le moins cher avec le plus de potentiel. On essaie aussi évidemment d'acheter ce qui est de bonne qualité dans lequel on croit, je pense comme n'importe quel gérant. En revanche, il se trouve que les banques aujourd'hui réconcilient un certain nombre de paramètres prometteurs. Le premier, c'est qu'en effet, il y a une sorte de pas de retour en grâce, mais en tout cas, on commence à les regarder différemment. Nous, quand on a commencé à acheter des banques il y a 3 ans, dire qu'on avait une banque était quasiment un gros mot. On les a achetés pour des questions de valorisation, mais aussi pour des questions de business model. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, tout le monde dit les banques sont mortes parce qu'il y a Revolut, parce qu'on a différentes choses qui vont venir concurrencer les banques. Et tout le monde vous expliquait que le modèle bancaire allait disparaître. BNP, en 2021, va faire à peu près un peu plus de 10 milliards d'euros de résultats. Bon, donc on se rend compte que le modèle est pérenne. Et par ailleurs, il y a 2 facteurs qui nous paraissent extrêmement importants pour les bancaires aujourd'hui. Le premier, c'est la partie dividende. Il faut rappeler qu'on leur a interdit de distribuer un dividende en 2020, qu'elles ont été contraintes en 2021 et qu'il est très probable qu'il y ait des rattrapages importants en 2022. Les premiers à avoir fait ça, c'est Unicredito en Italie, où ils se sont engagés à distribuer 3 milliards de dividendes exceptionnels cette année, ce qui représente 10% de leur capitalisation boursière. Donc, on va retrouver un niveau de distribution de dividendes normal. Le second paramètre, c'est que le rattrapage bancaire qu'on a connu en 2021, il s'est fait avec un environnement de taux extrêmement difficile, puisque les taux étaient encore négatifs en France ou en Allemagne, proche de zéro pour d'autres pays européens. Et on commence à retrouver une forme de pontification au niveau européen et une légère hausse des taux qui devrait s'accentuer pour nous en 2022 et qui devrait là aussi privilégier l'univers bancaire. Et enfin, pour des questions de valorisation, je pense que les banques ont cristallisé beaucoup de sujets, beaucoup de risques pendant la pandémie, pendant les différents cycles où on avait peur par rapport à la croissance, et qui nous font dire aujourd'hui qu'on est sur un véhicule d'investissement qui est peu cher. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un marché européen qui est très cher, globalement, tiré par les valeurs de croissance, justement. Donc, quand en France, par exemple, des Hermès, des L'Oréal, des LVMH ou des Essilor ont atteint des prix très chers. Et nous, on est là pour acheter ce qui est vraiment de moins cher pour nous, pour nos clients. Et dans cet univers-là, les banques ont une part du gâteau importante parce qu'elles sont très peu valorisées. Je ne crois pas en effet qu'il soit facile pour la Société Générale de trouver ses plumes. Enfin, on est à 30 et quelques euros aujourd'hui. Si on a entre 40 et 45 euros pour la Société Générale à la fin d'année, ça fait quand même 50% de potentiel. Il n'y a pas beaucoup de valeurs en Europe qui ont 50% de potentiel aujourd'hui. Très bien. Alors,
La dernière fois que vous étiez venu nous voir, vous nous aviez beaucoup parlé des banques et après, lors d'une réunion avec le gérant, un de vos gérants, enfin Cohen, votre gérant principal, on parlait de 30% d'univers bancaire dans votre fonds. Alors déjà, est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Ou est-ce qu'avec la forte hausse, ça a peut-être augmenté? Ou comment vous en êtes là-dessus? Alors, c'est toujours vrai. Aujourd'hui, sur les 6 premières lignes du portefeuille, il y a 5 bancaires européennes. Il y a les françaises et aussi des européennes. Ça reste vrai. Il se trouve que dans nos 6 premières lignes, on retrouve aussi Arcelor ou de valeur automobile qui a aussi beaucoup progressé. Donc, finalement, les 6 premières lignes ont fortement monté depuis des années de façon assez homogène, mais sont pour nous encore très loin de nos objectifs cibles. Donc, sur du court moyen terme, il est probable qu'on renforce encore un petit peu la partie cyclique qui est très en retard, notamment via la partie matières premières comme des Repsol ou des BASF. Et on va conserver nos bancaires qui, pour nous, sont encore très loin des cours cibles qu'on s'est fixés. D'accord. Et sur les banques, donc on reste sur 30%. Vous avez à ce jour pas Tout à l'intention fait. de monter, pas l'intention de baisser. Et vous êtes toujours prêt, vous Non, n'êtes pas vendeur de banque, bien entendu. non, tout à Non. fait. D'accord. Et une de vos banques préférées, c'était la Société Générale. C'est toujours le cas? Oui, D'accord. oui, oui. En fait, toutes les banques, pour l'instant, ne sont pas logées à la même enseigne parce que, par exemple, BNP Paribas, aujourd'hui, pour plein de bonnes et mauvaises raisons, disons, cristallise moins de risques que la Société Générale. Il y a sur la Société Générale une forme de défiance historique sur le management qui commence un petit peu à se dissiper. Et aujourd'hui, on commence à retrouver un acheteur sûr et important, c'est la banque elle-même. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour des traders qui voulaient vendre à découvert des banques ou autres, c'était plutôt facile par rapport aux risques qu'elle cristallisait ou par rapport aux craintes qu'elle cristallisait. Quand vous avez la Société Générale qui s'engage à racheter ses titres, vous n'avez pas trop envie de vous mettre face à ça quand vous êtes trader. Donc, vous retrouvez des acheteurs. Et en plus de cela, il y a un autre paramètre technique, c'est que beaucoup de produits structurés ont été faits sur les bancaires. Et quand vous avez une bancaire qui monte, par définition et par construction, pardon, un produit structuré doit acheter la valeur qui monte. Donc, ça fait un effet amplificateur technique qui est important, qui est lié à de la technique et des phénomènes techniques, et qui est aussi lié à la valorisation qui reste très faible. La Société Générale est très en retard par rapport à la BNP en termes de valorisation. OK. Allez, je vous arrête là. Je vais faire juste un point sur ce que Bruno a dit pour les produits structurés, pour nos auditeurs. Donc, les produits structurés, c'est des produits à promesse où on vous dit, voilà, vous achetez ce produit. Si la banque, quand il est sur une banque, si la banque Société Générale, chaque trimestre est légèrement supérieur ou égal à ce que vous l'avez acheté, vous touchez un coupon et à un moment, on vous rembourse, même si elle a baissé. Et là, on met ce qu'on appelle une barrière, même si elle a baissé de 20, 30, 40 ou 50%, on vous rembourse. Ces produits sont construits par des financiers et ils ont besoin d'avoir les titres ou d'avoir quelque chose qui les protège sur la hausse du sous-jacent, donc de l'action sur laquelle ils étaient, pour pouvoir vous payer. Donc, mécaniquement, ce que dit Bruno est exact. Ils sont acheteurs des titres sur lesquels ils ont fabriqué leurs promesses quand ces titres montent pour être en capacité à payer le client. Ils sont acheteurs ou d'une manière stricte ou alors à l'aide de produits dérivés qui eux-mêmes vont être acheteurs. Donc, c'est ce qu'on va appeler une espèce de hausse qui va s'auto-nourrir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions. Il y a eu beaucoup de propositions sur les banques. Il y en a toujours beaucoup sur les banques. On voit un peu le même phénomène avec Total et l'énergie, qui est aussi un gros support de ces produits à promesse. On va revenir sur David Calfon et voir si lui aussi, dans ses points de vue, il a certaines préférences comme ça ou certains titres sur lesquels ces experts se penchent plus. Et après, on passera à votre point marché, David, mais on va un petit peu encore approfondir ce sujet. C'est à vous, David. Pardon, sur le secteur bancaire. Oui, sur le secteur bancaire, Oui. est-ce que vous aussi, vous avez des préférences? Bon, on a clairement vu que pour Bruno Zaraya et Ginger, il y avait une vraie préférence sur la Société Générale, entre Société Générale et BNP. Il nous a expliqué pourquoi. Donc, vous, sur ce sujet-là, qui est regardé maintenant chez vous, est-ce qu'il y a des préférences sur certains titres en particulier ou sur certaines banques en particulier qui sont en train de se révéler?
Alors, nous, comme vous le savez, on a une approche multicritère, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde une société, quel que soit le secteur, on ne va pas regarder uniquement les valorisations. On a 30 points d'observation par valeur selon plusieurs axes, hein. Donc, il y a la rentabilité de la société, il y a les révisions de bénéfices, il y a les valorisations, etc. Et on aime bien avoir des sociétés qui, finalement, sont assez robustes dans cet environnement. Alors, dans le secteur des financières, en zone euro, on va se retrouver avec des sociétés, effectivement, Société Générale est plutôt bien notée par notre équipe de gestion, mais on va retrouver également des titres comme Bank of Ireland ou Unicredit. Donc, il n'y a pas vraiment une valeur en particulier qui va retenir notre intérêt, mais j'ai envie de dire que quand même dans les financières, voilà, Bank of Ireland, Société Générale, Unicredit sont 3 acteurs qui ont plutôt les faveurs de notre équipe de gestion. D'accord. Alors, juste avant que vous commenciez votre point marché, Maël, Sébastien, quelque chose à rajouter? Non? Ah, Sébastien, allez-y. Non. Juste maintenant sur l'aspect qualité, mais après l'aspect, c'est quand même un animal, la banque qui est disruptée, hein. Donc, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de croissance des bénéfices pendant 20 ans. On a du mal à voir ce qui pourrait changer pour, là aussi, à moyen long terme, à l'avenir, alors qu'elles doivent se restructurer, céder des agences et qu'il y a le digital. Alors parfois, elles le font elles-mêmes avec un cache-nez. Et parfois, c'est d'autres concurrents qui n'étaient pas du monde bancaire qui les concurrencent, quoi. Donc, il faut aussi qu'elle se réinvente, quoi. Oui, alors BNP affiche des résultats de 10 milliards. Quand on affiche des résultats de 10 milliards, on a les moyens de se réinventer. Et vous avez les moyens si vous n'avez pas beaucoup de restructuration à faire. Et les agences à céder, le personnel à recaser, entre guillemets, voire à licencier, ça coûte cher. Et ce qui compte plus que on pense, hein, que le montant de bénéfices qui a l'air coquet, c'est l'évolution. Et là, sur des cours de bourse qui ont perdu 3/4 de leur valeur ou 50% de leur valeur depuis sur 13 ans, c'est que les bénéfices, ils n'ont pas progressé, hein. Bien. OK, allez, on quitte ce sujet sur lequel on reviendra probablement à un moment ou un autre de l'année, déjà pour voir comment les banques ont évolué, pour voir qui avait raison, qui avait tort, et faire un petit point. Et c'est maintenant David Calfon et son point marché de compétition. On vous écoute religieusement, David. Merci Bernard. Ravi de vous retrouver effectivement pour cette nouvelle chronique des marchés. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant de vous laisser réveillonner en 2021, je vous avais dit que 2022 serait une année où les marchés seraient tiraillés entre bonnes nouvelles sur la croissance et crainte d'un resserrement monétaire trop rapide. Eh bien, il n'a pas fallu attendre beaucoup. Dès la première semaine de janvier, c'est tout cela que nous avons eu sur les marchés. 2 séances de hausse tirées par de bons chiffres économiques et tirées par la conviction que le variant Omicron ne pèserait pas trop sur la croissance mondiale, et 3 séances de baisse suite au compte-rendu de la dernière réunion de la Fed qui indiquait clairement que les conditions économiques étaient réunies pour une accélération du durcissement monétaire. Les marchés ont vite retrouvé leur bon vieux réflexe, les taux d'intérêt se sont tendus, toutes les valeurs de croissance richement valorisées, c'est-à-dire la techno en particulier, le Nasdaq en général, sont parties au tapis, cyclique et bancaire en tête, sans que cela suffise pour soutenir au global la progression des indices. Nous avons eu en fin de semaine les chiffres de l'emploi américain. Alors, si ceux-ci ont déçu avec 199 000 créations d'emplois contre 450 000 attendues par le consensus, les investisseurs se sont concentrés sur les hausses de salaire qui restent soutenues, en hausse de 0,6% sur le mois. Elles sont soutenues dans un contexte d'inflation déjà élevé. Alors, les taux à 10 ans ont atteint aux États-Unis le niveau le plus haut depuis la crise, à 1,80, très haut du niveau atteint en janvier 2020. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une contagion de cette hausse des taux longs américains à l'Europe. Alors, c'est vrai qu'en Europe, on a eu également des chiffres d'inflation pour le mois de décembre en zone euro très nettement supérieurs aux attentes, à 5% en glissement annuel et 2,6% pour l'inflation cœur, c'est-à-dire l'inflation cœur, c'est hors énergie, aliments, alcool et tabac. Vous voyez que ces chiffres d'inflation, soit dit en passant, nous éloignent de plus en plus de la cible des 2% des banquiers centraux. Alors, je ne peux que le répéter,
ce n'est pas une année où les marchés vont évoluer en ligne droite. Et il va falloir surtout éviter les bêtises, c'est-à-dire acheter au plus haut et vendre au plus bas. C'est ce qu'il va falloir à tout prix éviter. Tôt ou tard, on devrait avoir une consolidation sur le marché obligataire après la très forte poussée récente. Et cela va donner des points d'entrée plus attractifs sur les cycliques et notamment sur les bancaires. Vous avez globalement, et je vous l'ai déjà dit, deux solutions. Soit vous construisez un portefeuille bien équilibré qui va vous permettre de traverser les oscillations du marché entre valeurs de croissance et valeurs cycliques sans broncher, ou bien vous allez essayer de tirer parti des hauts et des bas du marché, mais là, il va falloir être contrariant pour faire de la performance et très réactif. Voilà pour une chronique qui est certes un petit peu plus courte que d'habitude, mais ça laisse un peu plus de temps au débat. Bernard, qu'en pensez-vous? Alors, ce sujet de l'inflation, je pense qu'on va y revenir et revenir parce que l'inflation, c'est un couteau affûté des deux côtés. C'est-à-dire que l'inflation, c'est bien, ça permet des choses, mais de l'autre côté, ça abîme un peu l'économie, ça en empêche d'autres. On va clairement vers une augmentation des salaires. Là, c'est clair, net et précis. Enfin, les petits patrons que nous sommes, on le sent très, très bien. Il y a une demande, il y a une pression. Ça va être dur de refuser quand on va annoncer que les prix ont augmenté de 4%, de 5%. Je parlais avec des professionnels de l'agroalimentaire et ils me disaient à quoi il fallait s'attendre comme hausse pour les pâtes, le riz, l'huile, enfin des produits essentiels. On va vraiment voir ça. Avec l'indice français de la hausse des loyers, c'est clair, net et précis que les loyers vont méchamment augmenter avec la revalorisation de cet indice. Donc, tout ça, ça va faire de l'inflation. Moi, j'ai une théorie et je dis que l'inflation, elle est bonne à la bourse, puisque une action à 100, s'il y a 10% d'inflation, il faut qu'elle cote 110 pour être à la même valeur. Autrement, on n'a pas gagné tout. Donc, alors, c'est vrai qu'on a eu l'inflation des actifs avant d'avoir l'inflation de la production. Mais ce n'est pas dit qu'on n'ait pas une deuxième inflation des actifs liée à la production, en sachant que voilà, sur le prêt, sur la dette privée, qui est un secteur qui marche très, très bien, la dette privée, où les flux financiers arrivent vraiment de manière très forte et il y a de plus en plus de clients, de personnes qui s'y intéressent. Là aussi, quand on avait 9% avec une inflation à 1, ça faisait 8. Si l'inflation, elle monte à 3, peut-être qu'il va falloir un peu plus que 9 pour attirer de nouveaux clients, pour attirer de nouveaux investisseurs, pour attirer de nouveaux capitaux. Donc, tout ça, ça va faire tourner l'économie. C'est ce qu'on appelle la surchauffe. Les taux vont devoir monter. Donc, tant pis, il va falloir un petit peu les monter. Et puis après, on sait aussi que quand on a de l'inflation, on rembourse moins cher. Donc, pour un État endetté, c'est pas mal. C'est pas mal l'inflation. En tout cas, ça aide. Ça efface pas la dette, il ne faut pas exagérer. 4 ou 5% d'inflation, ça ne va pas effacer la dette. Mais en tout cas, ça va aider à la payer. Et avant, on la sentait moins la dette, voire on ne la sentait pas parce qu'on n'avait des taux d'intérêt autour de 0. Si on a des taux d'intérêt autour de 2 avec une inflation à 2,50, on ne la sentira pas non plus. On la sentira pas non plus puisqu'il y aura un réajustement à l'inflation. Donc voilà pour tous ces sujets. Après, moi, j'ai toujours dit quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours dit que le mois de janvier n'est que la suite de l'année précédente et que les choses sérieuses en bourse, enfin que la nouvelle année boursière commence plutôt le 1er février ou à la fin du mois de janvier, quand on commence à avoir des annonces de résultats ou des prévisions de résultats ou des premières sociétés qui disent qu'elles feront mieux, qu'elles feront moins bien. Là, j'ai entendu Atos qui a dit qu'il allait faire moins bien, ça n'a pas loupé, moins 15%. Et donc, voilà, donc ces mouvements-là, on va commencer à les avoir. Donc, pour moi, l'année boursière commence en février. Donc, c'est plutôt à la prochaine émission où on fera vraiment un point sur ce qui va se passer. Et là, je pense qu'on va terminer gentiment, même très sympathiquement, comme on a commencé sur le mois de janvier. Et donc, ce qu'on vous disait en décembre, ça reste de mise. Alors, par contre, vous avez parlé de la qualité, vous avez dit qu'il fallait falloir faire attention, qu'il fallait être sélectif. Et ça me rappelle énormément ce que nous disait Sébastien de Fauville quand on lui demandait son avis sur les banques.
disait que par définition, ils n'achetaient que de la qualité, que les banques, ce n'était pas vraiment de la qualité et que c'était un animal tellement régulé que ce n'était pas pour eux. Mais là, on va le laisser rebondir sur, peut-être pas sur l'inflation parce qu'on en a beaucoup parlé, mais sur ce concept de qualité, sans trop empiéter sur la présentation de votre fonds tout à l'heure, Sébastien, mais plutôt en restant dans la réponse et dans le débat sur les propos de David. Oui, volontiers. Alors, c'est que la qualité, il faut la définir parce que ce n'est pas évident. Croissance, tout le monde voit ce que c'est. Qualité, c'est moins net. Alors, pour être assez synthétique, je dirais le résumé, c'est donc des sociétés pas trop sensibles aux facteurs externes. Et comment on obtient cela? C'est essentiellement deux éléments. Le premier, donc des sociétés évidemment pas trop sensibles au cycle économique, donc pas de cyclique lourde, pas de matières premières, pas de banque, on l'a dit, trop sensible à la régulation. Et l'autre élément de la qualité, qui est peut-être le moins évident quand on y pense de prime abord, ce sont donc des sociétés pas trop sensibles à la concurrence. Hein, donc c'est cette notion de franchise, de barrière à l'entrée qui permet en fait, parce que c'est très bien de ne pas être trop sensible au cycle économique, mais si un concurrent peut venir vous embêter et vous piquer un tiers du chiffre d'affaires, le compte de résultat, il sera pas beau de la même façon. Donc c'est vraiment la somme de ces deux éléments qui fait qu'une société est, selon nous, prévisible ou de qualité. Tout ça, ce sont des synonymes. Pricing power aussi, c'est un synonyme de qualité pour faire le lien avec, avec l'inflation. Et après, il y a l'aspect croissance que tout le monde comprend, qui vient souvent de méga trends, comme on dit, avec l'anglicisme assez utilisé, donc dont bénéficient nos sociétés. Mais voilà, le premier critère, c'est vraiment la qualité. Et merci de m'avoir permis de le développer un peu plus. D'accord. Alors, donc, il y a une espèce de rotation dans la qualité, c'est-à-dire que vous avez un portefeuille, votre portefeuille ne reste pas figé. Est-ce que vous pensez que cette année, ça va être une année avec beaucoup de rotation dans la qualité ou en fin de compte, non, on reste dans la continuité, vous êtes des investisseurs de long terme et cette angoisse, ce stress ou cette prévision de David d'une année compliquée, d'une année où il faudra être tout particulièrement prudent, ce n'est pas votre façon de voir. Pour vous, c'est business as usual et c'est le travail quotidien qui continue. Si, on reste des investisseurs. Donc, un gérant comme GES Qualité Croissance, on est aussi, d'une certaine façon, un gérant value, parce qu'on veut aussi, comme les autres, acheter 50 centimes, ce qui va valoir, on l'espère, 1 euro demain. Donc, nous, alors, sans faire le saut qu'on va appeler un peu le saut dans le vide de la value, on va pouvoir avoir un petit peu de jeu de jambes entre deux bornes que sont qualité et croissance, qui sont idéalement, le candidat idéal, il a ces deux caractéristiques. Dans la vie, il y a peu de sociétés qui sont à la fois les deux. Et entre une très prévisible, qui est un peu toujours à l'heure, qui est très qualité XXL, on va dire, et une croissance, c'est vrai que dans nos portefeuilles aujourd'hui, on sait que quand les valorisations sur la qualité deviennent un peu tendues, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est sur des sociétés de croissance rapide, donc qui ont cette croissance des bénéfices structurellement supérieurs au marché et même structurellement supérieurs à nos sociétés de qualité en général, moins régulièrement, mais plus sur un cycle de 5 ans en général supérieur. C'est avec ces dernières qu'on souffre généralement le moins dans les rotations de style. Donc les rotations de style, pour les auditeurs, c'est quand le style d'investissement qui s'appelle value, qui vise à acheter des actifs décotés en attendant un retour à la moyenne, fonctionne mieux que notre chapelle, donc la gestion qualité-croissance. Alors, on a un auditeur très, très sympathique là, qui nous envoie un message que je vais vous lire en direct. Il nous dit « On veut des noms ». Alors, des noms NOMS. Alors, je vais lui répondre à cet auditeur. Oui, vous aurez des noms, mais tout à l'heure, quand on interrogera Sébastien sur les fonds de Comgest, là, on lui fera donner des noms, et d'ailleurs, il les donnera tout seul, des noms, pour nous expliquer un petit peu et mettre des sociétés sur ces concepts. Maël, vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Alors, on résume.
Inflation, marché difficile, le mois de janvier n'est rien d'autre que la fin de l'année précédente. Un gérant croissance qui se dit, somme toute, avoir un peu de value parce qu'on aime bien, on aime tous acheter à 50 centimes, ce qui peut en coûter un. Vous voyez cette année 2022. D'ailleurs, il y a quelque chose que je vais vous faire partager, c'est que David, il nous dit une année compliquée, mais 2020 et 2021, ça n'a pas vraiment été des années simples quand même. Donc, 2022, ça va être plus compliqué que 2020 et que 2021. Donc, soyez prêts, parce que si la prévision de David est juste, on va quand même s'attendre à des choses assez drôles. Allez, Maël, après cette petite plaisanterie, je vous laisse vous donner un petit peu votre avis là-dessus. Bon, déjà, j'espère que le mois de janvier, ce n'est pas la suite du mois de décembre, parce que depuis quelques jours, c'est négatif tous les jours, la bourse. Donc, j'espère que ça sera un petit peu mieux en 2022. Mais je suis assez d'accord avec vous. Donc, plus sérieusement, 2020 et 2021, ça a été quand même des années assez chahutées, des bonnes années au final, mais quand même assez chahutées. J'anticipe les choses un peu de la même façon en 2022, sachant que nous allons rentrer en période électorale. C'est toujours assez chaotique, je trouve, les années boursières pendant les années électorales. Donc, vraisemblablement, ça va être encore plus secoué. On a la problématique de l'inflation. Alors, là où je reprends un peu ce qu'on se disait les émissions précédentes, on parlait d'inflation dans la durée. On parlait de l'inflation à 2,5%. Bon, vous voyez, on s'est aussi trompé, puisque c'est beaucoup plus que ça. Donc, vraisemblablement, ça ne va pas aider non plus cette inflation. Je vois également que ça va avoir un impact sur l'immobilier, ça va avoir un impact sur les marchés financiers. Donc, j'envisage et j'anticipe 2022 comme une année compliquée, mais comme on le dit depuis des mois et des mois, les marchés, les bourses européennes sont quand même encore, pas les bourses, les entreprises européennes sont sous-valorisées et donc vraisemblablement, il y a encore un beau potentiel de croissance. Donc, on devrait finir avec une belle année 2022, mais comme le dit David, il ne faut pas hésiter à être dans les starting blocks pour investir au moment où on aura des petites secousses. D'accord. Bon, ben voilà, c'est un beau programme. David, un petit peu une réponse ou des compléments sur ce qu'a dit Sébastien, sur ce que j'ai dit et sur ce que vient de dire Maël? Juste en bas sur l'année 2021, l'année 2021, elle a quand même été relativement tranquille en termes de progression des indices. Alors, quand je dis tranquille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas eu de repli de 10%, comme pourtant sur les marchés actions, au cours d'une année boursière, il est courant d'en avoir. Voilà, donc je pense qu'au maximum, le repli maximum, il a été de 6 ou 7%. Voilà, donc c'est ça ce que veut dire en fait ce côté tiraillement entre les bonnes nouvelles et la crainte d'une erreur de politique monétaire. Alors, quand vous dites une erreur de politique monétaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un durcissement de politique monétaire qui interviendrait alors qu'en fait, on n'est pas vraiment sorti du bois. Voilà, donc, vous voyez, par exemple, il y a de l'inflation, il y a de la croissance, on remonte les taux. Et à ce moment-là, je ne sais pas, un reconfinement ou un problème quelconque qui fait que finalement la croissance ne se matérialise pas comme c'est prévu. Ou bien un durcissement, une erreur de politique monétaire, ça peut être aussi un durcissement trop rapide, c'est-à-dire prendre les marchés par surprise, exactement de la même manière où Volcker les avait pris par surprise en 1994. On se souvient que ça avait fait un petit peu des dégâts. Voilà. Ça, je crois que c'est fini, c'est prise par surprise du marché. Enfin, les banques centrales, elles ont appris à communiquer. Voilà, alors effectivement, mais on voit bien que là, la publication d'un compte-rendu de la Fed qui est quand même assez soft dans l'ensemble. Ils disent juste, voilà, les conditions économiques sont réunies, on pourra peut-être aller un peu plus vite. Bon, tout de suite, la réaction des marchés, elle est quand même assez rapide. Donc, il va falloir il faut préparer les esprits progressivement. C'est vraiment une ligne de crête pour la communication des banques centrales. Moi, je leur fais confiance parce qu'elles ont l'habitude. Et puis, effectivement, comme on est dans la communication, il suffit que les marchés s'effondrent un peu trop pour qu'on ait de la communication qui aille en sens inverse. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va osciller, et je ne vous dis pas les marchés vont baisser cette année, parce que si ça va mal, vous aurez tout de suite des communications, une réactivité des banques centrales, et c'est ça qui a véritablement changé. C'est cette réactivité des banques centrales qui finalement va nous empêcher de nous enfoncer dans des profondeurs dangereuses. Et c'est pour ça que je reste assez confiant sur les actifs risqués en général. Super. Alors, Sébastien, je vais vous laisser conclure un peu sur le sujet des banques centrales.
nous donner un point de vue, si vous aussi, vous avez peur d'une erreur à la manœuvre des banques centrales ou si vous pensez que c'est un sujet qui est plutôt bien maîtrisé, que ce n'est pas une de vos principales préoccupations. Et après, vous enchaînez directement sur la présentation de Comgest. Okay, non, en 2 mots, hein, ça a été bien résumé par David. C'est vrai que si les taux remontent plus vite que ce qu'il y a un peu dans les comptes de résultats des sociétés grâce à l'inflation, pour celles qui passent bien l'inflation, ça sera un frein, c'est clair. Je pense que sur tous les gérants d'actifs risqués dont font partie les actions, pardon, savent bien que si les taux remontent la nuit prochaine de 2% de façon inattendue, les performances risquent d'être compliquées le lendemain, quoi, donc sans surprise. Peut-être pour vous présenter Comgest maintenant, donc c'est une maison indépendante et internationale, et c'est vraiment la conjugaison de ces deux éléments qui nous singularisent. Indépendant, puisque c'est une société qui appartient aux gens qui y travaillent exclusivement. On est en fait un grand partenariat capitalistique, donc on est 150 associés à travers le monde, répartis entre Paris, Hong Kong, Singapour, Tokyo et Boston principalement, et également international, alors à la fois par nos gestions, hein, on va par la suite, je vais vous dire quelques mots sur notre flagship Comgest Monde, donc qui est comme le nom l'indique, une gestion action internationale. Donc on a des gestions, on n'a pas de gestion valeur française, si vous voulez, on est soit Europe, soit action internationale, soit Asie. Je vous interromps, mais dans votre fonds Comgest Renaissance Europe, vous avez des valeurs françaises. On a quelques valeurs françaises, mais c'est dans ce véhicule que vous trouverez le plus de valeurs françaises chez Comgest, et ça ne sera que dans une vingtaine de pourcents. D'accord. Donc, une vingtaine de pourcents d'un portefeuille de 35 lignes, vous voyez, ça fait 6-7 sociétés françaises qu'on a. Juste pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, on peut donner la rentabilité de Comgest Monde en 2021 et celle de Comgest Renaissance Europe? Alors oui, je l'ai approximativement. Si vous trompez de 1%, ce n'est pas grave. Ouais. C'était Renaissance avait fait dans les 30. Allez, on va dire 30%. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je préfère qu'on me le. Dans les 30, un peu plus de 30% pour être prudent. Et Comgest Monde avait fait dans les 18%, si j'ai bonne mémoire. Bon. C'est vrai que comme on est très long terme, on regarde assez peu les performances sur un an, quoi. D'accord. Quand vous dites très long terme, ça veut dire c'est quoi très long terme? C'est minimum 5 ans, en fait. Tout est basé sur minimum 5 ans et ça fait partie vraiment de notre style de gestion. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas c'est très dur de créer de la valeur à court terme sur le marché action. Il y a plein d'investisseurs, plein d'acteurs intelligents sur ce marché action. Donc, tout ce qui est à 12-18 mois est intégré dans les prix de façon très fidèle, assez juste. En revanche, si vous prenez d'autres lunettes et que vous regardez à un peu plus long terme, un peu moins myope, donc à 5 ans et au-delà, là, vous pouvez trouver éventuellement quelques sociétés qui sont pas bien valorisées. Et en fait, ce qui va être généralement un peu moins bien valorisé, ce n'est pas le niveau de la croissance, mais c'est plutôt la durée de la croissance. Donc, alors je dis quelques sociétés parce que quand on regarde, on a des portefeuilles qui ont 20 ans et plus, et quand on regarde dans le rétroviseur, celles qui ont tiré la performance, c'est assez simple, hein, c'est comme dans les fameux 20-80, hein, c'est 20% des sociétés qui ont expliqué 80% de la performance. D'accord. Alors, donc, vos 150 associés, ça veut dire que l'ensemble des salariés, la totalité des salariés ou l'immense majorité des salariés sont associés? Alors, l'immense majorité, les quelques-uns qui ne le sont pas, c'est généralement ceux qui sont arrivés il y a moins de 2 ans. Donc, on vous propose au bout de 2 ans de devenir associé si évidemment ça se passe bien. D'accord. Alors, donc, je résume. On est sur de la recherche de qualité. C'est le long terme qui vous intéresse. Le long terme, c'est 5 ans. Bon, moi, je trouve toujours un peu drôle quand on me dit le long terme, parce que quand on achète une action, qui qu'on soit, même si on est le meilleur gérant du monde,
ben, des fois, il va se passer qu'elle va fortement baisser dans les 10 jours qui suivent, et des fois, il va se passer qu'elle va fortement monter. Et même souvent, il arrive qu'au bout de 15 jours ou 3 semaines, hein, elle est au prix où on avait pensé l'avoir au bout de 2 ans ou 3 ans. Donc, ça veut dire que la réflexion, elle doit être quotidienne. Et quand juste après avoir acheté une action, elle ne cesse de baisser pour des raisons qu'on avait mal perçues, mal compris, là aussi, la réflexion, elle doit être quotidienne. Donc, quand on dit je suis dans la qualité et je suis dans le temps, ça, c'est si tout se passe bien. Mais il va y avoir à côté, donc, on va dire du côté droit, ça se passe beaucoup mieux que prévu, et du côté gauche, ça se passe beaucoup moins bien que prévu. Et c'est peut-être là aussi où on va juger non pas la qualité du titre, mais la qualité du gérant. Alors, vous êtes exprimé de manière qualitative, et dans le préambule, c'est-à-dire dans notre débat, vous aviez bien montré que vous êtes du côté de la croissance, même avec un œil value. Alors, c'est là-dessus où j'aimerais bien que vous veniez un petit peu nous expliquer. Qui est-on quand on est un acteur de la croissance, mais avec un prix raisonnable, dans la qualité, qui garde un œil sur la value? Alors, juste pour rebondir, Bernard, sur ce que vous dites, si on met en place une stratégie d'achat-conservation, c'est-à-dire que si on fait peu de trading dans les portefeuilles, ça ne veut pas dire qu'on s'endort au volant. Donc, évidemment, tous les jours, il y a 45 analystes qui se demandent est-ce que ce pourquoi j'ai acheté l'action est toujours là aujourd'hui? Mais 98% du temps, c'est la réponse est oui. Mais vous avez raison. Il y a un jour ou l'autre, ces sociétés qui sont sur des modèles économiques très profitables attirent la convoitise. Alors, même si les barrières à l'entrée sont fortes, il faut quand même, les barrières sont là pour être franchies, donc il faut toujours être parano pour survivre. Donc, juste sur cette précision. Alors, comment on fait de la value dans un univers croissance? En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que nous, dans l'univers croissance, on est dans le cinéma. Donc, en fait, ce qui va rendre, on achète rarement des sociétés quand on les acquiert, elles sont rarement bon marché. Il ne faut pas rêver. Je vous le disais tout à l'heure, à court terme, les marchés sont très, très efficients. Ce qui va les rendre bon marché, et c'est là où on peut faire notre beurre, entre guillemets, c'est le passage du temps, si on a raison. Si on a raison sur ce scénario de croissance de 5% de croissance du chiffre d'affaires, donc ça peut 5% en haut, ça peut vous donner 8 à 10% en bas. Vous comprenez ça grâce à la magie. En fait, notre meilleur allié, Bernard, dans notre approche, ce sont les intérêts composés. Parce que là, vous êtes face à une force exponentielle et pas linéaire. Donc ça vient vous rogner quand vous avez raison, quand vous laissez un peu de temps au temps, n'importe quel multiple de valorisation qui est facialement élevé à un instant T. Donc voilà comment on fait. C'est le passage du temps et les intérêts composés qui fait qu'on fait de la value dans un univers croissance. D'accord. Alors, quand on a préparé l'émission, vous m'aviez quand même dit Renaissance Europe, donc comme GES Renaissance Europe, le fonds spécialisé sur l'Europe qui a fait l'année dernière un peu plus que 30%, vous m'avez quand même dit celui-là, il a sacrément monté. Je préfère qu'on parle de Comgest Monde. Alors, la première question, c'est est-ce que vous avez été surpris par cette hausse? Est-ce que vos gérants ont été surpris par cette hausse? Ou est-ce qu'en fin de compte, quand on le regarde, c'est oui, c'est beaucoup, 30%, ça c'est clair. Mais comme les marchés ont beaucoup monté aussi, voilà, c'est un peu comme le cycliste qui a le vent dans le dos. Il roule vite, mais bon, le vent, il fait une partie du travail. Donc, juste, on va répondre là-dessus. Et après, on va venir sur le fond Comgest Monde. On va essayer un petit peu de le détailler et de mieux l'expliquer, enfin, tout simplement de l'expliquer à nos auditeurs. Alors, ce n'est pas uniquement l'année 2021, Renaissance, c'est aussi les 5 dernières années. Mais c'est vrai que cette année 2021, ce qui ne nous a pas surpris, c'est que les sociétés en portefeuille sont en très, très bonne santé. Elles ont des chiffres d'affaires agrégés, si on regarde par rapport à avant le Covid, 15% plus haut que le Covid. Donc, leur sorte de PIB à elles, entre guillemets, monte de 7 à 8% par an. Là, on est en chiffre d'affaires, donc vous imaginez en bas. Forcément, parce que dans tous les business, vous avez des charges fixes, donc forcément, c'est plus en bénéfice qu'en chiffre d'affaires. Donc ça c'est l'aspect fondamental. Elles vont très bien. Maintenant, il y a l'aspect valorisation, parce que je vous le disais, tout a un prix, même la plus belle société de qualité croissance a un prix. Et là, c'est sûr que, voilà, je vous ai dit, l'équipe a eu, à partir de quelques trimestres, peut-être un peu plus de 1000 clignotants, peut-être un peu plus sur croissance que sur qualité. Mais c'est sûr que le re-rating, donc la hausse du multiple, a été
plus forte l'an dernier pour Renaissance que pour Comme Geste Monde. Donc, c'était un peu le message quand je vous ai dit, donc en gros, quand on discutait de Comme Geste Monde et de Renaissance Europe. D'accord. Alors, on va juste un petit peu passer comme ça par-dessus un peu les fonds de la société et après on se concentre sur Comme Geste Monde. Bon, là on a parlé de 2 fonds, Comme Geste Monde et Comme Geste Renaissance Europe. Bon, votre société c'est une grosse société, vous avez beaucoup d'autres fonds qui sont peut-être un peu moins connus du grand public, mais c'est Comme Geste Monde qui est le fonds qui a la plus grosse capitalisation. Alors ça dépend où. En France, je pense que oui. Alors ici, je crois, si j'ai bien compris, ce sont des auditeurs francophones tout du moins, donc essentiellement français qui habitent au Portugal. Alors, il y a une partie la radio est une radio portugaise, donc on émet pour la communauté francophone au Portugal, et bien entendu aussi, on s'adresse à nos clients, nos prospects, tous les gens qui nous suivent en France, et c'est un moyen pour nous de communiquer avec eux. Voilà. Okay. Donc on est sur les 2 pays. Ok, non, mais on va dire qu'on a, on a une quinzaine de fonds, quelques flagships, dont Comme Geste Monde, Renaissance Europe. En fait, c'est toujours la même approche. Après, qu'on décline soit par pays, donc on a un fonds US, on a un fonds Japon, on a un fonds Chine, on a un fonds Inde. Après, on décline en région, donc Renaissance Europe, ou après, sans contrainte géographique. Et ça, c'est peut-être le choix du Suisse. Le moins difficile, c'est Comme Geste Monde parce qu'il n'y a pas cette contrainte de géographie. D'accord. Et alors, au niveau de la notation, comment vous jugez les autres? Donc, il y a un organisme célèbre qui s'appelle Cantalis ou un autre qui s'appelle Morita et qui donne des étoiles. Donc, ces 2 fonds dont vous nous parlez, qui sont les fonds les plus connus, sont des fonds qui ont 4 étoiles, 5 étoiles? Alors, les étoiles, là aussi, je suis désolé, on suit pas. Les étoiles, ça vous donne le classement de la catégorie uniquement en termes de performance passée, s'il me semble, et pas de performance ajustée du risque. Ce qu'on regarde un peu plus, Bernard, donc c'est plus les notations qualitatives de Morningstar. Donc ça, vous ne payez pas, entre guillemets, pour l'obtenir. C'est la maison de recherche Morningstar qui décide de venir se renseigner sur vous et qui note vos fonds et votre maison autour de 5 critères, donc les 5 P, donc people, donc la qualité de l'équipe de recherche, le prix, ce qu'il appelle P Parent Company, donc l'organisation de l'entreprise, et le process. Et ça, là, vous êtes noté comment? Alors on est noté. Ça dépend des parts, parce que si vous avez une part un peu plus chargée, vous êtes un peu moins noté, etc. Mais Renaissance Europe est noté à minima silver, me semble-t-il. Donc, c'est quasiment la meilleure note, c'est gold. Et il y a moins de 10 fonds européens qui sont notés. Comme Geste Monde, pour le moment, n'est pas noté. Il faut voir qu'il y a une espèce d'offre et de demande, en fait, des bons gérants au sein de la catégorie. En clair, d'après, quand je les ai interrogés à ce sujet, les bons gérants Europe seraient plus rares, d'après Morningstar, que les bons gérants globaux. Et ils ont déjà des bons gérants globaux, donc ils disent c'est pas mal. En gros, c'était un peu ça, sans dévoiler exactement notre discussion, c'était peut-être, c'est vrai que c'est bien ce que vous faites, mais voilà, on est déjà équipé pour l'instant. On attend que les autres aient des défaillances pour éventuellement venir chez vous. C'est un peu ça. Ok, alors là, on a tout balayé. On a 5 minutes parce qu'on a déjà pris du retard. C'était vraiment intéressant d'échanger avec vous. En moins de 5 minutes, et on va sur Comme Geste Monde. Vous nous détaillez le fonds, vous nous donnez ses forces, ses faiblesses et un petit peu de prédictif. Et pour répondre à l'auditeur de tout à l'heure, vous nous donnez 2 ou 3 noms. Ok, non, Comme Geste Monde, c'est le fonds un peu best-of de la gamme Comme Geste. Donc, c'est une équipe de 6 personnes aujourd'hui, très internationale. Ils sont tous basés à Paris, mais on a des Sud-Africains, des Américains, enfin, vraiment très. Il n'y a qu'un Français dans l'équipe, dans les 6, et qui s'appuie sur le travail, évidemment, des équipes régionales de Comme Geste. Comme on partage ce même style d'investissement, c'est assez facile. On cherche tous les analystes recherchent le même type de société. Donc, c'est un peu c'est clairement le fonds best-of de la gamme qui a eu 30 ans
l'an dernier, le 27 juin dernier, qui est, comme pour tous les fonds de la gamme Comgest, c'est un portefeuille concentré autour de 35 sociétés. Toujours cette approche microéconomique. Donc, on part de ce qui nous fait prendre la décision, c'est d'abord l'entreprise. Et c'est un fonds qui, voilà, qui est un peu qu'on estime cœur de portefeuille, comme on dit, qui s'astreint en termes de style, vous l'aurez bien compris, c'est qualité-croissance, mais après, il n'y a pas de contrainte voilà, de rechercher ces sociétés, quel que soit leur lieu de cotation. Évidemment, là aussi, c'est un trait commun avec les autres portefeuilles. 80 à 85% de nos sociétés bénéficient, donc elles sont en croissance, on en a un petit peu moins parlé, et cette croissance, dans un monde de croissance assez rare, hein, je rappelle que la croissance mondiale a été divisée par 2 entre 2010 et 2019, qui est passée de 5 à 2,5. Ce qui explique cette croissance, évidemment, c'est méga trends, donc c'est des thèmes. Donc la digitalisation de l'économie, avec des sociétés évidemment comme Microsoft, le vieillissement de la population, avec des sociétés comme Eli Lilly dans le diabète, des sociétés qui permettent des gains de productivité, comme le japonais Keyence, ou encore des sociétés qui gagnent des parts de marché. Donc, c'est ce dernier aspect, c'est le seul qui n'est pas, donc c'est environ 10-12% du portefeuille. Là, c'est moins méga trend, c'est plus la qualité de la société, du management, qui crée sa croissance via des gains de part de marché. Mais 85% du portefeuille, en fait, ce sont un peu des sociétés qui surfent sur des tendances lourdes et durables. Et tout le temps, en fait, c'est le PDG d'Accenture qui déclarait lors de la dernière publication que ce virus, ce Covid, ça a été un accélérateur de tendance. Et c'est ce qui explique pourquoi nos sociétés, c'est vrai pour Renaissance Europe, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour Comgest Monde, vont mieux, se portent mieux que ce qu'on espérait. En fait, il n'y a eu rien de nouveau en termes de changement. En revanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouveau mouvement, mais tout ce qui est, ça a accéléré ce qui avait commencé voilà, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ça, c'est intéressant et je pense qu'on va conclure là-dessus. Vous, ce que vous dites, c'est que le Covid a accéléré les tendances. Donc, et là-dessus, vous vous référez bien sûr à la digitalisation, à l'amélioration de la santé, à la protection, à la sécurité. C'est pour ça que les fonds sur la sécurité ont aussi très, très bien fonctionné en 2020 et 2021. Et donc, on a eu un formidable accélérateur de tendance et que d'un autre côté, alors là, c'est moi qui le dis, on va voir si vous êtes d'accord ou pas, comme les gouvernements ont lancé des plans de relance, ces plans de relance, il fallait injecter de l'argent. Où on a injecté de l'argent? Dans les tendances qui étaient déjà en place. On n'a pas créé de nouvelles tendances. Et donc, tout ça a fait que les sociétés bien sélectionnées avant le Covid, parce qu'elles représentaient la tendance de demain, ont monté. C'est ça? Oui, alors les plans de relance, je ne pense pas que ce soit directement nos sociétés qu'on en plus bénéficié. Pour moi, c'est plus des sociétés qui étaient dans la transition énergétique ou les matières premières. Parce qu'en fait, il y a sans doute c'est intéressant de connaître dans cette hausse des matières premières qu'on a depuis 18 mois, qu'est-ce qui vient il y a évidemment l'aspect reprise post-Covid, donc de cette année de l'an dernier, de 2021, où vous avez eu, je rappelle, en 2021, croissance des bénéfices pour les sociétés cotées à travers le monde, plus 53%. C'est du jamais vu. J'ai une dernière question et après on passe à Maël, à sa chronique juridique. Alors, cette croissance qui a été alimentée par cet accélérateur de croissance qui a été le Covid, là j'ai une crainte. Donc ma question c'est, j'ai peur. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant qu'on a fait 3 pas au lieu d'en faire un, est-ce qu'on ne va pas s'asseoir et se poser en attendant que ça se passe et qu'on avale un peu cette marche à pas forcer et donc que les sociétés que vous avez sélectionnées restent de bonnes sociétés, mais se retrouvent dans un univers boursier compliqué, neutre ou baissier? C'est la bonne question, Bernard. C'est les 49 analyses de chez Comgest. S'ils ne font pas ils ne traitent pas toute la journée, comme je vous l'ai dit. En revanche,
c'est clair que ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans le métier d'analyste, c'est de distinguer ce qui est structurel et acquis lié au Covid et de ce qui est conjoncturel. Je vais prendre juste un exemple, le marché des ordinateurs. C'était un marché stable avant le Covid. L'année du Covid, les ventes à travers le monde ont fait x5, pas 5%, hein, x5. Donc, évidemment, télétravail, etc., etc., etc. Maintenant, quel est le vrai rythme de ce marché? Parce que oui, on va revenir comme avant, mais il y aura quand même toujours plus de télétravail. Donc, il y a l'aspect renouvellement qui va être… La taille du marché a forcément augmenté. Donc, voilà, mais c'est les vraies bonnes questions. Ok, merci beaucoup Sébastien. On a été long, mais comme on dit, quand c'est long, c'est bon. Et ce fut bon. Merci beaucoup de votre visite. On espère vous recevoir une prochaine fois. On parlera d'autres fonds, d'autres choses, peut-être de petites pépites cachées, peut-être de fonds qu'on a moins l'habitude d'entendre et de choses qui seraient toujours intéressantes à mettre en portefeuille. Faites attention, soyez prudents et à très bientôt. Au revoir. Merci Sébastien. beaucoup. Au revoir. C'est maintenant au tour de Maël Toledano et Julien Milekiewicz, nos deux compères qui nous dénichent toujours des sujets extrêmement intéressants dans le droit. Donc, je suis sûr que cette fois, vous allez nous parler des charmes de la clause à option dans le contrat d'assurance vie. Maël, c'est à vous. C'est quelque chose d'assez méconnu, donc j'espère qu'on va permettre à pas mal de monde de découvrir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la clause bénéficiaire, c'est la pierre angulaire de la transmission des capitaux d'essai. Or, on l'oublie souvent, ne voyant le contrat d'assurance vie que comme un outil d'investissement et n'étant fixé que sur le coût, le choix du gérant, de la banque dépositaire. Souvent, il faut savoir que 70% des clauses bénéficiaires ne répondent pas exactement aux souhaits des souscripteurs. Or, cette clause, elle est souvent bâclée au moment de sa rédaction. Comme l'anticipation est toujours l'un des mots-clés d'une transmission patrimoniale efficiente, intéressons-nous justement à cette clause à option. Julien, c'est à vous. Eh ben bonsoir Maël, bonsoir Bernard. On avait déjà eu l'occasion d'en parler dans des émissions précédentes, l'importance de la clause bénéficiaire lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, puisqu'il ne faut pas l'oublier, le contrat d'assurance vie va servir à transmettre au décès de l'assuré une partie de son patrimoine. Et au-delà du comment pour transmettre son patrimoine, à travers entre autres un contrat d'assurance vie, le client, le souscripteur, qui est rédacteur de la clause bénéficiaire, il doit toujours se poser la question du pourquoi. Pourquoi désigner ces personnes bénéficiaires de mon contrat d'assurance vie en cas de mon décès? Et on le sait, comme vous l'avez dit Maël, dans une volonté de transmission de patrimoine, la rédaction d'une clause bénéficiaire est toujours une opération complexe. Puis il ne faut pas oublier aussi que le contrat d'assurance vie, c'est surtout une opération d'épargne longue. On vise avant tout le capital patient. Et au décès de l'assuré, la situation personnelle, patrimoniale des bénéficiaires que vous avez désignés un certain nombre d'années auparavant, elle peut avoir évolué en bien comme en mal. Un de vos enfants peut avoir une meilleure réussite professionnelle qu'un autre. Un de vos enfants peut avoir eu un divorce patrimonialement douloureux et se trouver dans une situation financière plus délicate. La plupart du temps, le souscripteur des contrats d'assurance vie, il cherche avant tout à protéger leur épouse sans défavoriser les enfants. C'est toujours ces deux dualités. Protéger mon épouse tout en assurant la protection également de mes enfants, sans dévaloriser l'un au profit de l'autre. Et donc, il serait tout à fait logique, dans le cadre d'une clause à option, qu'on appelle aussi clause à tiroir ou clause alternative, de laisser à l'épouse, de laisser à votre épouse une autonomie pour la répartition du capital décès au moment où vous, en tant qu'assuré du contrat, vous n'êtes plus là et donc au moment où la compagnie doit payer le capital décès aux bénéficiaires désignés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme bénéficiaire dans ma clause, j'ai nommé mon épouse et j'ai nommé également mes enfants. Et on laisse finalement la possibilité au conjoint, donc à mon épouse, de choisir la fraction qui va lui revenir. Ça peut être 30, ça peut être 40, ça peut être 50, 60% en fonction de l'âge de mon décès finalement, puisque mon épouse n'aura pas les mêmes besoins en fonction également de son âge au moment de l'héritage. Alors, là, attendez, je vais vous interrompre. Là, j'ai une petite question à vous poser. Très souvent, dans les clauses d'assurance vie, on voit mon épouse, à défaut, mes enfants par parts égales entre eux. Là, je vais mettre la clause à option. Donc, je vais dire mon épouse et ensuite clause à option, mes enfants.
est-ce que je peux décider par parts égales entre eux? Et dans ce cas-là, mon épouse, elle dira, moi, je garde 50, moi, je garde 60, moi, je garde 40, moi, je garde 0. Et ça ira automatiquement par parts égales aux enfants. Ou alors, est-ce que je peux faire le contraire et dire, je dis mon épouse, à défaut les enfants, et c'est mon épouse qui décidera quel pourcentage ira par chaque enfant. Imaginons que j'ai 3 enfants. Est-ce que je peux lui laisser le choix du montant à répartir aux enfants et la manière de répartir entre les enfants, ou est-ce que je ne peux lui laisser que le choix du montant à répartir entre elle et les enfants? C'est exactement ça, la clause à option, Bernard et Maël. C'est exactement ça. C'est-à-dire la possibilité de laisser à l'épouse, qui sera première bénéficiaire, la fraction du capital qu'elle va choisir, et donc de facto qui ira aux autres bénéficiaires désignés. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où, comme vous l'avez dit, Maël, la situation patrimoniale et personnelle de chacun des bénéficiaires peut évoluer au moment du décès de l'assuré, où les besoins de l'épouse peuvent être également différents. Au moment de votre décès, votre épouse va dire « Moi, je décide de prendre 50%, je choisis en pleine propriété, j'opte pour 50% du capital décès du contrat d'assurance vie de mon défunt mari, et les 50% restants, alors là, c'est justement tout l'ingénierie patrimoniale et notre travail avec Maël au sein de la compagnie, c'est de faire une clause vraiment sur mesure où l'épouse va choisir la répartition du capital en fonction des différentes options, ou alors opter pour une partie du capital qu'elle va désigner à l'un ou à l'autre. Donc la clause à option est quand même relativement libre, elle est relativement large. C'est vrai qu'il y a peu de compagnies qui la pratiquent pour tout un tas de raisons. On estime que ce serait par exemple un droit personnel du souscripteur, et qu'il n'y aurait que le souscripteur qui peut désigner le bénéficiaire. Mais dans le cadre de la clause à option, le conjoint, il ne choisit pas le bénéficiaire, il choisit simplement la quotité. Il choisit simplement la quotité qui va désigner aux bénéficiaires qui sont choisis par le souscripteur. Certains, alors, je vous en prie. Là aussi, je vais vous interrompre parce que vous êtes passé un petit peu vite et en fin de compte, sur cette clause à option, certains de vos confrères et d'autres compagnies d'assurance refusent de la mettre en place en disant qu'il y a un risque juridique. Donc, OK, j'ai bien compris, le département juridique de Willings a tranché. Il n'y a pas de risque juridique de votre point de vue. Donc, je pense que si vous nous dites ça, vous êtes d'autant plus à l'aise qu'il n'y a jamais eu de remise en cause que la compagnie a eu. Donc, c'est jamais fait autre chose. Donc, ça vous met à l'aise. Maintenant, alors déjà, ici, notre émission, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on s'adresse à une clientèle de francophones qui vit au Portugal, mais aussi plus largement de Français qui vivent à l'étranger et bien entendu aussi de Français qui vivent en France, qui semble un petit peu normal. Et vous, en tant que compagnie d'assurance, vous êtes présent dans beaucoup de pays. Est-ce qu'on a le même risque juridique dans tous les pays ou est-ce qu'il y a des pays où vous êtes un peu plus attentif que d'autres et peut-être même quelques pays où vous le déconseillez parce qu'il ne faut pas le faire? Effectivement, comme vous l'avez dit, et vous avez rappelé notre activité, nous on opère sur 9 pays de l'Union européenne. Nous, on est particulièrement à l'aise, effectivement, sur la France. Ça, vous l'avez dit, sur la France, la clause à option. On sait, et vous l'avez rappelé, que certaines compagnies refusent de le mettre en place. Nous, je ne vais pas sortir l'ensemble des arguments, mais en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on pratique déjà depuis de nombreuses années, et avec un certain minimum de précaution, on met en place ces clauses à option qui laissent au conjoint le choix de la répartition de la fraction du capital décès. Ensuite, je devrais vous dire que tout dépend vraiment je pense que la clause à option, je ne peux pas vous faire une réponse, mais pourrait se mettre en place dans un certain nombre de pays, pour la bonne et simple raison que le risque dans le cadre de la clause à option, c'est la requalification au titre d'une donation. Donc, premièrement, c'est-à-dire de dire, mon conjoint, lorsqu'il a opté et lorsqu'il a décidé de percevoir 50% du capital décès et que les 50% du capital décès iront à mes enfants, parce que c'était cette option, parce que c'est ce qui convient le mieux à tout le monde à mon décès, le risque, c'est qu'il y ait une requalification en donation. Ce qui s'applique, la réqualification en donation, déjà, vous avez énormément de pays de l'Union européenne qui ne connaissent pas les droits de donation. Donc là, une requalification fiscale au titre des droits de donation ne pourrait pas s'appliquer dans l'hypothèse d'un pays qui ne connaît pas des droits de donation, déjà d'une part.
Et puis ensuite, alors là, je raisonne un peu à haute voix, mais pourquoi la France refuse la requalification d'une donation au titre d'une clause à option? C'est parce que le bénéficiaire, l'époux, dans notre exemple, qui renonce à une fraction du capital de l'assurance, il ne se dépouille pas, puisque par définition, le capital ne lui a jamais appartenu. Il décide simplement de choisir une fraction du capital décès. Il ne reçoit pas et ensuite il redonne aux autres bénéficiaires. Il choisit en amont, avant le paiement, de ne recevoir qu'une partie. Donc, on va dire que cette logique juridique française, je sais que la France n'est pas le centre du monde en 2022, mais cette logique française pourrait parfaitement s'appliquer dans d'autres pays. Et je rajoute ce que je vous disais précédemment, à savoir que dans ces autres pays, le risque de requalification fiscale au titre de la donation serait encore plus faible, puisque vous le savez, vous avez bon nombre de pays qui ne connaissent pas des droits de donation au sein de l'Union européenne. Très bien. Vous nous en dire un peu plus? Juste une dernière question. La requalification, c'est sur le droit de l'épouse à choisir. Ce n'est pas la requalification fiscale. Il n'y a pas de requalification fiscale, c'est acquis. La requalification fiscale, vous avez raison, elle a été définitivement acquise par la réponse ministérielle Maluret pour nos auditeurs les plus avertis depuis 2016, dans la mesure où il n'y a pas de donation. L'épouse, elle ne reçoit pas. Elle choisit simplement une fraction du capital qu'elle va recevoir. L'autre partie est payée directement aux autres bénéficiaires. Donc, la fiscalité applicable, c'est celle du lien direct entre l'assuré, celui qui est mort et qui a entraîné le dénouement du contrat, et les bénéficiaires, on va dire d'eux, qui sont arrivés parce que l'épouse a refusé une fraction du capital. Ce ne sera pas un paiement des droits de donation entre l'épouse et le bénéficiaire d'eux qui arrive parce que l'épouse a renoncé à une partie. Ce serait une imposition entre la personne qui est décédée, l'assuré, et le bénéficiaire d'eux. Pas de donation, pas de requalification fiscale. Le capital qui arrive au bénéficiaire d'eux n'a jamais été dans le capital, n'a jamais été dans le patrimoine de l'épouse, qui, elle, a simplement renoncé à une fraction. L'autre fraction étant transmise directement au bénéficiaire d'eux. D'accord. Vous pouvez, juste pour nos auditeurs, nous donner un exemple de comment on rédigerait cette clause? Alors, vous êtes preneur, vous êtes souscripteur d'un contrat d'assurance vie, vous investissez au sein de ce contrat d'assurance vie pour tous les avantages intrinsèques que vous connaissez relatifs au contrat d'assurance vie et plus précisément à Luxembourg. Vous partez pour un investissement long terme, des capitaux dont vous n'avez pas besoin. Vous avez décidé de désigner et de protéger votre épouse au moment de votre décès. Le libellé. Donc, en cas de décès, le libellé, bénéficiaire en cas de mon décès d'un contrat d'assurance vie souscrit chez Willins, tant qu'à faire, Bernard. Bénéficiaire, mon épouse, qui aura le choix entre la fraction suivante, 80, 50, 20, 10, 50, 60% du capital décès. Elle disposera d'un délai de 3 mois pour se prononcer par lettre recommandée auprès de la compagnie d'assurance. Et une fois ce choix effectué et la fraction utilisée, le reliquat sera désigné à mes bénéficiaires, à mes enfants, par part égale, par exemple. Très bien. Donc, c'est assez simple en plus. Assez simple à mettre en place. Vous l'avez dit, un certain nombre de compagnies, et je sais que très peu de compagnies françaises en France le pratiquent pour tous les risques que vous avez évoqués, que vous connaissez. En tout cas, pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Et puis, je pense qu'en 2022, comme précédemment, en matière de gestion de patrimoine, la gestion de patrimoine rime quand même avec une grande souplesse, d'où la clause à option. Super. C'est assez intéressant, hein, puisque moi, ce que je vois régulièrement, c'est des clients jeunes qui font des contrats d'assurance vie en privilégiant leur conjoint pour une grosse portion du contrat. Et c'est vrai que souvent, ils me disent, voilà, aujourd'hui, ma femme, elle a 45 ans, 50 ans. S'il m'arrive quelque chose, elle a besoin d'une grosse partie de ses fonds. Mais peut-être que si on vit longtemps à 80 ans, elle aurait besoin de beaucoup moins. Donc, vous l'aurez compris, hein, la clause bénéficiaire laisse énormément de possibilités aux souscripteurs, bien évidemment en fonction de l'appétence des compagnies d'assurance pour ce type de sophistication. Donc, moi, mon conseil, c'est que vous devriez consulter immédiatement votre conseil habituel pour vérifier dans un premier temps la bonne rédaction de votre clause actuelle et dans un deuxième temps, travailler sur son adaptation future. Alors, ça, on ne le dira jamais assez. Je vais faire comme les Dupont. Voilà, on va faire comme les frères Dupont avec Maël. Et je dirais même plus, n'hésitez pas à régulièrement conseiller, à régulièrement consulter votre conseil habituel
pour la clause d'essai. Et quelquefois même, il faut aller voir avec votre conseiller un notaire pour l'affiner et la préciser dans des choses qui sont un peu compliquées. On voit trop souvent de gens malheureusement partir avec des clauses qui étaient adaptées à leur vie d'il y a 10 ans et qui n'est plus adaptées à leur vie d'aujourd'hui. Et là, c'est trop tard. C'est vrai que quand tout va bien, on ne pense pas à la mort, c'est normal, on ne peut pas chaque jour se lever et vivre comme si c'était le dernier, mais il faut, je ne veux pas donner de chiffres, mais il faut de manière régulière faire un point. Et quand je dis régulière, ça peut être tous les 2-3 ans. Ça peut être un simple échange de mails en disant que pensez-vous de ma clause d'essai. Des fois, ça peut être réglé en 2-3 minutes, mais lors d'un point annuel avec votre conseiller, de voir le sujet des clauses d'essai, un petit peu comme quand on fait une révision d'une voiture, on jette toujours un œil à l'huile, même si on est sûr qu'il y en a assez. Et que plus généralement, dès qu'il y a un changement de vie du souscripteur, donc un bouleversement dans sa vie, ne pas hésiter à prendre contact avec son conseil. Comme je le disais en introduction, 70% des clauses bénéficiaires ne sont pas adaptées aux souhaits du souscripteur. A fortiori. Ok, eh ben super, c'était très bien. Voilà, on est encore une fois ressorti un peu plus intelligent après vous avoir écouté qu'avant d'avoir commencé à vous écouter. Ça va maintenant être au tour de David Kessel. Alors, David Kessel, c'est souvent dans cette émission, on va sur le patrimoine au sens large. David Kessel est un peintre français qui vit à Lisbonne, donc on a l'impression qu'il a été créé pour cette émission de radio qui a en plus une actualité riche, un passé assez construit, et on va, voilà, c'est à lui maintenant, on va l'écouter, il a beaucoup de choses à nous raconter. Donc, bonsoir David, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Bernard, merci aussi à la French Radio de me recevoir, ainsi qu'à vous-même. Alors, ma première question qu'on pose à tout le monde en ce moment, ça va, vous allez bien, pas de Covid, pas de soucis? Pas de Covid, pas de soucis, tout va bien. Allez, et je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Une question à laquelle je n'avais pas pensé, mais en vous posant cette première, elle me vient à l'esprit. Comment est-ce que le Covid, d'abord, est-ce que le Covid, ça a modifié votre manière de peindre, votre manière de voir le monde, votre ressenti, et donc, est-ce que vous sentez, la question précise, c'est est-ce que vous sentez ou est-ce que vous pensez que le Covid a un tant soit peu, même un tout petit peu, influencé votre peinture? Alors, pour tout vous dire, un peintre, du moins un artiste, qu'il soit écrivain, sculpteur, peintre, etc., est toujours confiné. Pour qu'il puisse créer, il a besoin d'être confiné. Mais ce confinement est un confinement choisi. Lorsque tout le monde est confiné, nous, à la différence, nous avons besoin d'être à l'extérieur pour se sentir beaucoup plus libre. On a besoin d'être libre et pas enchaîné. On a besoin d'un confinement qui soit complètement choisi. Voilà. Pour avoir une écriture libre, on a besoin d'être libre soi-même. Et lorsqu'on nous impose quelque chose, c'est quelque chose qui est étouffant pour nous. Voilà, alors, si je peux... La peinture, c'est un art, là-dessus, il n'y a aucun doute, c'est un art consacré, et donc les peintres sont des artistes. Nous, on est une radio et on traite du patrimoine. Donc, je voudrais vous poser deux petites questions sur le patrimoine. D'abord, comment est-ce que vous voyez votre peinture, sans vouloir exagérer et sans vouloir vous faire rentrer dans la prétention, au sens du patrimoine français ou au sens du patrimoine mondial, puisque voilà, tous les artistes ils participent à cette création du patrimoine mondial de l'art. Et après, une autre question un petit peu plus précise, on pourra un peu débattre et je pourrai un petit peu plus vous aiguiller dans la réponse. Comment est-ce que vous voyez ou comment est-ce que vous imaginez une de vos œuvres, un tableau, une sculpture ou quoi que ce soit, à l'intérieur d'un patrimoine privé, donc un patrimoine privé d'un investisseur qui peut acheter parce que c'est beau, mais aussi parce qu'il se dit que demain ça vaudra plus cher. Comment est votre connexion patrimoine dans ces deux cas? Je pense qu'il y a deux choses lorsque quelqu'un acquiert une œuvre artistique en général. Il y a la première chose, le coup de cœur. La deuxième chose, c'est l'investissement qu'il met dans de l'art. Cet investissement, il est fondé souvent sur la cote d'un artiste et en fonction de cette cote, il va acheter avec
l'espoir que celui-ci, ou le public, bien sûr, fasse valoir cette cote. Moi, je peins depuis plus de 40 ans. J'ai de nombreuses peintures qui sont passées en vente aux enchères, donc j'ai assis ma cote. Maintenant, ce que la plupart des gens qui m'achètent, c'est souvent quand même un coup de cœur. Nombreuses collections publiques et privées ont de mes peintures. Et je dois dire que ensuite, comment dire, c'est comme toujours difficile, vous savez, pour un artiste de parler de cela, parce que c'est une façon de se faire valoir. Et la plupart des gens qui viennent à moi sont des gens qui aiment la couleur. Donc, je m'exprime à ce niveau-là. Je laisse aux autres le soin de parler plutôt, vous voyez, d'investissement. D'accord. Alors, justement, je vais rebondir sur la couleur, parce que bon, quand on a préparé cette émission, je me suis un petit peu penché sur vos œuvres. Bon, on a fait un point un petit peu, j'ai regardé un petit peu aujourd'hui avec quelques clics, on en voit vraiment. Et j'ai vraiment envie de dire ça. David Kessel, c'est moi et les couleurs. C'est moi et les couleurs. Il y a des couleurs partout. Alors, vous savez, quelque chose de très amusant, lorsque j'avais mon atelier à Paris, en face de l'ambassade de Cuba, j'avais une personne qui habitait dans l'immeuble où j'étais, qui était un col blanc, et chaque matin, quand il passait devant mon atelier, il s'arrêtait. Il m'a dit qu'il s'arrêtait et qu'il s'imbibait de couleurs qui lui donnaient le punch pour toute sa journée. Et je pense que la couleur a un effet fabuleux d'énergie. Et beaucoup de gens me disent souvent, quand ils ont une de mes toiles, ils ressentent quelque chose de très particulier. Que j'invite d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir, ne serait-ce que sur mon site, mais sur un site, on ne se rend pas compte des matières, des superpositions de couleurs, etc. D'accord. Alors, vous êtes un peintre français, donc vous êtes né en France, vous avez grandi en France, vous avez exprimé votre art, vous avez probablement appris à peindre et exprimé votre art en France. Et ensuite, vous êtes venu vivre à Lisbonne et vous installez à Lisbonne où vous produisez, vous continuez de produire, vous continuez de créer. Vous allez même avoir une grande exposition dans pas longtemps. On y reviendra tout à l'heure en fin de l'émission pour un petit peu parler de cette exposition et vous aider à faire votre promotion. Ça veut dire quoi la démarche pour un artiste, pour un peintre de s'expatrier? Vous recherchez le soleil, vous recherchez une autre couleur, vous recherchez une autre humidité, vous recherchez un second souffle, vous recherchez Pourquoi vous êtes parti produire en dehors de nos frontières? Il y a deux choses. Pour moi, être un peintre français à l'étranger, c'était un rêve depuis longtemps que je voulais réaliser. Un peu comme mes prédécesseurs, comme des gens comme Marjorel à Marrakech, Delacroix en Afrique du Nord, Modigliani à Paris, et plein d'autres, qui avaient ce besoin comment je pourrais dire, de vivre à l'étranger, mais vivre à l'étranger, c'est repousser un peu ses a priori, c'est se remettre en question, c'est aussi recréer un autre langage. Et tout ça, c'est très bon pour sa propre démarche artistique. Et ça, c'était la première chose. Et puis, la lumière au Portugal, comme j'aurais pu la trouver peut-être aussi en Italie, dans le sud de la France, mais le Portugal a quelque chose de très particulier et cette lumière me touche et ravive des couleurs. Et comme je suis peintre de la couleur, pour moi, c'était juste et parfait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et comment dire, j'aime aussi au Portugal une certaine façon de vivre, une façon d'être qui, moi, me plaît. Et bien sûr, ça dépend. Vous savez, quand les gens s'expatrient, on y va des fois par rapport à son travail, par rapport à d'autres
d'autres critères. Moi, c'était vraiment à la fois la lumière et une certaine conception de la vie qui, moi, me satisfait au Portugal. D'accord. J'ai une question qui arrive en direct d'un auditeur. Je vais vous la poser. Je pense qu'on vous l'a posée 1000 fois déjà, David, mais je vais quand même vous la poser, ne serait-ce que par politesse pour l'auditeur. Ils me disent, est-ce que David est en famille avec Joseph Kessel? Alors oui, Bernard, nous avons dans la famille des personnes célèbres ou même patronymes, plus de la génération de mon grand-père et de mon père. Et si vous voulez, nous pourrons en parler en fin d'émission, tant à la fois de Joseph Kessel que de mon père, Sim Kessel. D'accord. C'est vrai que quand on a préparé l'émission, il a une histoire assez extraordinaire, votre père. Donc, on gardera une minute pour ça. Alors, autre sujet, avant de passer à votre exposition, on va juste un petit peu balayer. Vous touchez à tout ou vous ne touchez pas à tout. Alors, et est-ce que vous êtes concentré sur certains sujets et le reste est annexe, ou est-ce que vous faites autant l'un que l'autre? Alors, on vous voit dans les toiles, ça c'est une évidence, mais encore. Alors, si je peux me permettre, Bernard, si j'ai bien compris la question, il y a deux volets à votre question. C'est ça. Il y a à la fois les thématiques abordées et il y a aussi les supports. C'est ça. Alors, le support, il m'arrive de faire des fresques, il m'arrive de travailler comme dernièrement sur un vitrail, sur un panel d'azulejosh. J'ai pu travailler sur un piano à queue, donc quelque chose de très particulier, et aussi sur un timbre. Ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois, il faut créer quelque chose par rapport au support. Mais la création doit être bien définie, c'est-à-dire, je pourrais prendre éventuellement pour un timbre une toile ou un fragment de toile, mais le plus intéressant, c'est de créer par rapport à l'objet défini, de faire une création qui lui soit propre. Et ça, c'est l'essentiel. D'autant pour un timbre, par exemple, où on doit dépouiller au maximum et faire que l'image soit véritablement en lecture facile. Un peu comme un logo. Vous voyez, un logo qui marche, c'est un logo un grand logo, vous le réduisez de 2 cm sur 2 cm et vous avez une lecture qui s'adapte, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite. Le timbre, c'est ça. C'est recréer une atmosphère, mais en sachant que l'œil doit percuter du premier coup. Et donc, allez, ce qui est intéressant, c'est ça. On passe à votre exposition, autrement on n'aura pas le temps. Donc, vous avez une exposition à Lisbonne qui va démarrer le 3 février. Et c'est votre première exposition? Non, c'est à Lisbonne, je parle. À Lisbonne, bien sûr. Ah, oui, excusez-moi. C'est ma première exposition à Lisbonne. J'ai travaillé avant sur 2 projets donc, qui ont été réalisés pour un musée qui verra le jour d'ici une année environ, et à Lisbonne. Et donc, je me suis consacré plus ou moins à ces 2 créations, en dehors de nouvelles toiles, dont une d'ailleurs que je présenterai, qui est un style un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est une amorce nouvelle, donc c'est intéressant, et que je présenterai donc à cette exposition. Oui, vous avez raison, Bernard, c'est exactement ma première exposition. Alors, cette exposition, elle va avoir lieu dans un endroit un peu magique, un endroit un peu particulier. Ce n'est pas du tout une galerie traditionnelle, ce n'est pas du tout une galerie classique. J'ai eu la chance de visiter cet endroit. Et vraiment, j'encourage les gens à aller voir, parce que je pense que mettre toute votre couleur et mettre toute cette couleur à l'intérieur de cet endroit, de ces salles et tout, je pense que ça va être quelque chose d'un petit peu magique. Alors, donnez-nous l'adresse rapidement. À la radio, c'est toujours un peu compliqué de noter, mais après, il y a les podcasts et en plus, on la publiera sur le site de la radio. D'accord. Alors, c'est Avenue de la Libertad au 65.
premier étage. Et l'espace, du moins la galerie, s'appelle Espacio Arte Livre. Et comment je dirais, la commissaire de l'exposition, c'est Milou Ferreira, qui s'occupe donc de cette galerie. D'accord. Et donc, votre exposition aura bien lieu du 3 février jusqu'à quelle date? Du 3 au 24 février. Du 3 au 24 voilà. Février. Et nous, alors, vous m'avez raconté une histoire où, c'est pour ça un petit peu que je vous posais la question d'influencer. Vous m'avez dit que un petit restaurant en bas de chez vous, vous alliez dîner très régulièrement. Et à un moment, pendant le Covid, comme ça, où il y avait peut-être un peu moins de monde, où vous étiez peut-être un peu plus vague à l'âme, vous avez commencé à dessiner sur des nappes en papier. Ah oui. Vous commencez à grafouiller, gratouiller, dessiner. Voilà, peut-être parce que vous mangez tout seul et vous étiez triste de manger tout seul à côté. Peut-être parce que je suis plus rugby que football, donc je suis un petit peu malheureux dans les restaurants. Et donc, je dessine sur les tables. Donc, c'est intéressant parce que c'est 40 à 50 minutes où je laisse aller complètement mon inspiration, sans blocage, sans rien. Et c'est ce que j'appellerais une écriture libre, une écriture, pas une écriture mécanique, mais une façon de se lâcher complètement. Et j'ai repris, donc j'ai fait environ une 120, au moins en premier jet, une 120 environ nappes. J'en ai sélectionné une trentaine à peu près que j'ai colorisé, alors en sachant que les papiers sont très fins, donc il faut à la fois user d'aquarelle et d'un petit peu d'acrylique, les vernir, mais en faisant très attention parce qu'à tout moment, le papier peut céder. Donc, c'est un jeu, c'est une sorte de défi artistique. Alors, si je comprends bien, le soir, vous alliez dîner. Oui. En dînant, vous commenciez à dessiner sur la même nappe que vous mangez. Ce n'était pas une autre nappe papier. Des fois, des tâches. Voilà, vous commencez à dessiner. Ensuite, vous rentriez à la maison avec votre nappe sur laquelle vous aviez dessiné. Et puis, vous avez fait un cheminement et vous vous êtes dit, tiens, il y en a qui sont plus sympas que d'autres, il y en a qui sont un peu mieux réussis que d'autres. Vous en avez sélectionné une belle trentaine que vous avez colorisée. Donc là, allez, on va passer les difficultés techniques, c'est votre métier, c'est pas le nôtre, mais que vous avez réussi à coloriser. Donc là, je triche un petit peu, on en a parlé avant. Vous les avez mis entre deux plaques de plexiglas et on a maintenant une nappe colorisée entre deux plaques de plexiglas qui forme une collection d'une trentaine de nappes sur vos vagabondages d'esprit pendant l'année 2021, c'est ça? Voilà, et sur des thèmes complètement différents les uns des autres, certains un peu farfelus, d'autres liés à une de mes passions qui est le cigare, donc un côté un peu puros, donc ambiance Cuba, et d'autres sur des sujets très particuliers, sur le sens du libre arbitre, sur des sujets historiques, etc. Voilà. Et toutes ces œuvres, donc toutes ces, j'allais dire entre deux plexis, j'allais dire entre deux verres, mais c'est entre deux plexis, vont être exposées à la galerie, à l'Espacio Arte Livre, et vous allez les vendre. Et je vais les vendre, bien sûr. Allez, et on revient sur le patrimoine. Vous allez les vendre à combien? Normalement, 2600 euros. 2600 euros. Voilà, okay. Sachant que je vends une aquarelle de ce format en France à 4000 euros. D'accord. Et pour vos toiles, les formats toiles, 50 points, 60 points? Les toiles, il faut savoir que ça va s'articuler sur 3 thèmes différents que j'ai choisis. La musique dans la ville, il était une fois Paris, sur l'ambiance de Paris des années fin 19e, début 20e, et un thème aussi qui m'est cher, qui est le judaïka. D'accord. Voilà, et il faut compter, par exemple, pour entre un 50 et un 60 figures, il faut compter entre 18 et 20 000 euros. Pour avoir... Ok. Eh bien, écoutez, c'est sur ces chiffres qu'on va se quitter. On vous réinvitera. On parlera de votre père, de son histoire. On parlera de Joseph Kessel aussi. On essaiera d'organiser. Donc, Joseph Kessel, bien entendu, fait partie du patrimoine français. C'est une évidence. Et il est maintenant temps de terminer cette émission, de vous souhaiter une bonne soirée, de vous dire à très bientôt. Au revoir, merci et à très bientôt.
La French Radio. Portugal.